Bonjour tout le monde. Pour aujourd'hui, nous allons corriger la deuxième activité que vous aviez à faire de ce chapitre, puis nous ferons le cours dans la foulée, en espérant que tout soit clair pour vous. Hier, vous aviez donc travaillé, enfin hier, l'activité précédente, la première de ce chapitre sur la réaction immunitaire adaptative, nous a permis de dire que la réaction adaptative mettait en jeu deux types d'acteurs, des acteurs cellulaires, les lymphocytes, dont on reparlera bientôt, et des acteurs moléculaires, les anticorps. Donc le but de l'activité d'aujourd'hui, c'est de voir ces anticorps, donc quel est leur rôle, quelles sont leurs propriétés, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'un point de vue moléculaire, et leur forme, leur structure, et faire le lien entre justement cette structure et leurs propriétés. Le but du jeu étant de savoir comment les anticorps, quel est leur mode d'action, comment ils nous permettent d'éliminer, enfin comment ils participent à l'élimination d'un antigène de notre organisme. Alors, premièrement, rôle et propriétés des anticorps. Donc on vous demandait plusieurs choses. Premièrement, comment l'anticorps agit sur l'antigène. Donc pour cela, vous aviez ce premier document. Ici, on a mis en culture, donc on dit en incubation, des antigènes avec des anticorps, d'accord, qui ont été pris dans le même organisme. Donc toutes les espèces de tout ce qui apparaît un peu plus foncé ici forment les antigènes. À partir du moment où on les a mis en incubation avec du sérum de l'animal correspondant, dont ils ont été extraits, qu'est-ce qu'on remarque? On voit que les antigènes qui étaient répartis d'une manière homogène vont se retrouver rassemblés sous forme d'un gros paquet euh, en présence des anticorps. C'est ce gros paquet qu'on appelle un complexe immun. Donc lorsque les anticorps sont en contact, sont présents dans un même environnement avec leur antigène, et ben ils vont former ce qu'on appelle, ils vont agglutiner ces antigènes et former des paquets d'antigènes mélangés avec des anticorps qu'on appelle des complexes immuns. Donc ça, c'est pour le rôle. Alors, ces complexes immuns vont nous permettre de définir une des propriétés, la propriété principale des anticorps, qui est leur spécificité. Pour cela, un test qu'on aurait dû faire en travaux pratiques, un test simple et facilement faisable dans une salle de cours, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, tant pis, on fait avec. C'est un test d'Ouchterlony, du nom de la personne qui l'a élaboré. Ce test d'Ouchterlony demande comme matériel quelque chose de simple, une boîte de pétri dans lequel on a coulé une gélose, ça vous l'avez déjà fait, d'accord, dans lequel on a creusé des puits qui vont contenir différents éléments, dont on va revenir juste après, et des éléments qui vont diffuser dans le gel. Ces éléments, ça peut être des antigènes, ça peut être des sérums, donc je rappelle le sérum, c'est le sang dont on a enlevé toutes les cellules et les plaquettes, hein, donc c'est un sang, c'est un liquide incolore qui contient que des molécules, comme les anticorps. Et donc oui, les antigènes. Lorsque un antigène et un anticorps entrent en contact lors de ce test d'Ouchterlony, il se forme un précipité blanc que vous pouvez voir ici à deux endroits, euh, qui révèle la présence donc d'un complexe immun. Lorsque vous avez un précipité blanc, ça veut dire que dans un puits il y avait l'antigène, dans l'autre il y avait l'anticorps, et lorsqu'ils ont diffusé chacun dans le gel, à l'endroit où ils se sont rencontrés, ils ont formé un complexe immun visible par cet arc de cercle, par ce précipité blanc. Donc si je reprends un petit peu les questions, donc on a premièrement, pour bien comprendre à quoi correspond ce test d'Ouchterlony, on doit répondre à trois choses. Comment est-ce qu'on a fait produire l'anticorps à l'animal? Quels sont les antigènes? Et comment le complexe immun est visible? Donc là on a déjà un petit peu répondu. Donc ici, dans notre activité, on a introduit à un lapin de l'albumine de bœuf. Donc je vous rappelle, dans l'activité précédente, on a vu que l'albumine était une protéine que l'on retrouvait en très grande majorité dans le sang, d'accord? Et que cette albumine, eh ben, tous les animaux en produisent, mais elle va être différente entre chaque espèce.
Donc l'albumine de bœuf sera différente de l'albumine de lapin, qui sera différente de l'albumine humaine, qui sera différente d'une albumine de chèvre ou autre chose. Donc ici, et comme chaque albumine est différente d'une espèce à l'autre, eh bien lorsque l'on va vous injecter une albumine d'une autre espèce, votre corps ne la reconnaît pas, et donc va se mettre à produire des anticorps contre cette albumine. Puisque, comme il ne la reconnaît pas, il va considérer que c'est un agent infectieux et donc il va vouloir lutter contre celle-là. Donc comment a-t-on fait pour faire produire au lapin des anticorps anti-albumine de bœuf? Eh bien, on a injecté de l'albumine de bœuf au lapin. Le lapin, ne connaissant pas cette protéine, va produire des anticorps contre cette albumine de bœuf. Donc l'antigène ici, les différents antigènes testés ici, ce sont les différentes albumines de différentes espèces, et donc comment voit-on le complexe humain? C'est par la présence d'un arc de cercle, ici d'un précipité blanc. Alors que nous montre ce test d'Ouchterlony? Justement, le lapin dans lequel on a injecté de l'albumine de bœuf, eh bien on a récupéré son sérum dans lequel il y a les anticorps. On l'a mis au centre, donc dans le puits central. Donc les anticorps présents dans ce sérum vont diffuser tout autour de ce puits central. Puis dans le puits périphérique, on a mis des sérums, donc contenant l'albumine, donc l'antigène, de différentes espèces. Donc dans le 1 c'est de la chèvre, dans le 2 c'est du cheval, dans le 3 c'est du bœuf, dans le 4 du lapin, dans le 5 du porc, et dans le 6 c'est de l'albumine de bœuf purifiée, donc c'est notre témoin, c'est l'albumine qu'on a injecté dans le lapin. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque la présence, l'apparition au bout d'un certain temps, une vingtaine de minutes, ça dure, de deux précipités blancs, deux arcs de cercle, qui révèlent donc la présence d'un complexe humain, et ces complexes humains se sont formés entre le puits central, donc le sérum de notre lapin infecté qui a produit des anticorps, et les deux puits qui contiennent quoi? De l'albumine de bœuf uniquement. Les anticorps n'ont pas réagi avec les autres sérums donc contenant de l'albumine d'autres espèces. Ceci nous prouve que les anticorps vont être spécifiques de l'antigène qui a permis leur fabrication. Puisque là on voit qu'il y a eu un arc de cercle entre le sérum du lapin infecté et l'albumine de bœuf purifié et celui d'un sérum de bœuf. Donc ce test d'Ouchterlony va nous permettre de savoir contre quoi l'anticorps que vous avez produit est dirigé et spécifique. Et donc ici c'est l'albumine de bœuf. Une fois qu'on a compris ce principe, on peut facilement, et c'est l'objet de la dernière question de cette première partie, essayer d'imaginer d'autres tests d'Ouchterlony. D'accord, et ce sont des tests que l'on fait. Alors, il y a d'autres tests beaucoup plus rapides et beaucoup plus fiables que l'on peut faire, que l'on fait actuellement hein, dans les laboratoires pour les différentes maladies, pour savoir si vous avez été atteint, si vous êtes immunisé. On peut faire un test d'Ouchterlony, mais on fait autre chose maintenant. Et on peut imaginer le petit exercice suivant. Alors, certains d'entre vous m'ont fait remonter que des fois ce document était coupé. Donc on va le regarder ensemble. Donc un lapin va voir son vétérinaire à la suite des symptômes suivants: baisse d'appétence pour les carottes, démangeaison des oreilles, poils gris. Le vétérinaire donc suspecte 3 agents infectieux pouvant être responsables de cette maladie. Il va donc réaliser une prise de sang pour récupérer les anticorps contenus dans le sérum du lapin. Et donc il veut savoir quel est l'agent infectieux responsable des symptômes du lapin, donc qui ont amené à la fabrication de ces anticorps. Il a 3 suspects: la grippe lapinaire, la douve du rongeur et la lapinococose alvéolaire. Donc on a 3 antigènes que l'on veut tester. On a le sérum du lapin qui contient les anticorps inconnus, dont on ne sait pas contre quel antigène ils sont dirigés. Et donc on vous demandait simplement de faire quel test d'Ouchterlony vous feriez pour répondre à cette question. Alors je vais prendre simplement voilà, la correction. Est-ce qu'un schéma c'est plus simple? Alors j'ai pris ce schéma de test d'Ouchterlony, et donc qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Dans le puits central, il fallait donc mettre notre sérum de lapin infecté, qui contiennent des anticorps, et puis dans les puits périphériques, on mettait les 3 antigènes que l'on voulait tester. Donc sur ce schéma, il y a 4 puits périphériques, donc il y en a un qui sert à rien. Dans le puits 1, on peut mettre la solution A, dans le 2, la solution B, dans le 3, la solution C. Donc vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez, c'est pas un souci. Le tout, c'est de bien mettre les anticorps au centre, donc le sérum de lapin infecté, et autour les antigènes.
Et donc, dans notre exercice ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'un précipité blanc, un arc de précipitation, s'est formé entre le puits central, donc celui contenant notre sérum de lapin infecté, et le puits contenant la solution B, donc la douve du rongeur. Donc ça veut dire que les anticorps qu'il y a dans le sérum sont dirigés contre l'antigène de la douve du rongeur. Donc notre lapin ici est atteint de la maladie B, la douve du rongeur. Donc voilà, le principe du test d'Austerlony, donc à savoir analyser, à savoir faire également, mais bon, on n'a pas pu le faire, donc c'est pas grave. Voilà, donc voilà cette première partie sur le rôle des anticorps. Alors, j'apporterai une simple précision que l'on verra, qu'on expliquera plus tard, à la fin de cette activité. À ce stade-là, les anticorps ne détruisent pas l'antigène, ils l'ont simplement neutralisé. Ils en font des paquets, et une fois ces paquets formés, ils ne peuvent plus aller infecter de nouvelles cellules ou de nouveaux organes. Alors, partie 2 sur la structure des anticorps, et notamment l'étude de cette structure moléculaire avec Rastop et Anagène va nous permettre de comprendre ce qui fait qu'un anticorps est spécifique d'un seul antigène. Le but ici, c'est de réaliser un schéma simple d'un anticorps qui va nous montrer sa forme, le nombre de chaînes qui le composent, le nom de ces chaînes et les liaisons qui unissent ces chaînes. Puis après, on verra ce qui fait la spécificité de chaque anticorps. Donc sur Rastop, lorsque l'on fait une coloration par chaîne, on obtient le schéma ici, à gauche. Alors ce qui est rouge, je l'avais noté entre parenthèses, ici c'est une protéine autre qu'anticorps qui est fixée là, qui va permettre de donner une forme particulière à l'anticorps. Donc on n'en tient pas compte. Lorsque l'on fait une coloration par chaîne, vous observez donc qu'il y a 4 couleurs, donc 4 chaînes différentes. Un anticorps, c'est une protéine constituée de 4. En fait, c'est une protéine complexe constituée de 4 sous-protéines. Deux protéines, deux chaînes bleues, une bleu clair, une bleu foncé, qui sont les chaînes H et I, qui sont composées de 440 acides aminés, et deux chaînes L et M, jaune et verte, qui elles sont composées de 220 acides aminés. Donc c'est une protéine constituée de 4 chaînes. Elle est en forme de Y. Les chaînes s'enroulent les unes par rapport aux autres, un petit peu comme l'ADN s'enroule sur elle-même. Sur notre schéma, on ne refera pas cet enroulement. Et on remarque sur le schéma de droite que ces différentes chaînes sont unies entre elles par ce que l'on appelle des ponts disulfures. Donc certains acides aminés contiennent des atomes de soufre, et lorsque deux atomes de soufre de deux acides aminés différents se trouvent l'un en face de l'autre, ils forment un pont disulfure, ce qui va permettre de relier les deux chaînes entre elles. Et c'est une liaison très solide. Voilà, donc sur le schéma que l'on peut faire, si je reprends ma correction, schéma simple, voilà, on peut faire la chose suivante. Donc les légendes site antigénique, zone à séquence variable, zone à séquence plus ou moins constante, pour l'instant on n'en parle pas. Ce qui m'intéresse, ce sont donc les deux chaînes H, les deux chaînes roses ici qui correspondent aux deux chaînes bleues sur le schéma, qui sont plus grandes, et les deux chaînes plus petites ici. Voilà. Ensuite, toujours sur la structure, lorsque l'on compare les deux chaînes H et I, celles qui font 440 acides aminés entre elles, quand on les compare sur un agène, on voit qu'elles sont 100% identiques. Ce sont les mêmes. Donc deux chaînes identiques. Lorsque l'on compare les deux chaînes plus petites, de 220 acides aminés, on peut faire la même remarque. Elles sont 100% similaires, 100% de similitude. Donc les anticorps sont constitués de 4 chaînes identiques, 2 à 2. C'est pour ça que sur le schéma que je vous ai présenté, on a fait les mêmes. Rose et verte. Ensuite, lorsqu'on va s'intéresser, donc ça c'est la structure de l'antigène, voilà, on a répondu à la première question. Dernière question, quelle information nous permet de tirer les comparaisons des séquences en acides aminés des différentes chaînes et simplifier votre légende de votre schéma précédent, justifiant le nom L pour light et H pour heavy donné à ces chaînes. Alors là, il faut maîtriser un petit peu. Light, ça veut dire l'anglais, light c'est pour léger, heavy c'est pour lourd. Ok, donc ça va, normalement ça devrait aller. Alors, comment un anticorps peut fixer un type d'antigène et pas un autre? Il faut
regardez un petit peu de plus près les séquences en acides aminés, mais cette fois-ci de 2 anticorps différents. Là, vous avez même des comparaisons de 4 anticorps. Sur la première capture d'écran, ici, on a comparé le début de la séquence d'acides aminés des chaînes lourdes de 4 anticorps différents. Et vous voyez qu'on note beaucoup de différences entre les acides aminés de leur séquence. Et lorsque l'on compare la fin de la séquence des chaînes lourdes de 4 acides aminés différents, là par contre, là on voit sur 3 anticorps identiques, et un quatrième qui a peu de différence. Donc quand je regarde les chaînes lourdes, qui sont constituées de 440 acides aminés, c'est ce qu'on vous dit ici, et bien sûr les 110 premiers acides aminés, on considère que les chaînes sont à séquence variable, on va trouver des différences entre les différents anticorps, alors que à partir du 110e acide aminé environ, et jusqu'à la fin, jusqu'au 440e, c'est quasiment identique, voire identique, entre différents anticorps. On peut faire le même travail en comparant les chaînes légères, d'accord, les plus courtes, celles qui font 220 acides aminés, et bien là on peut faire la même observation, jusqu'à environ une centaine d'acides aminés, les 100 premiers, on note, quand on compare 4 anticorps différents, de nombreuses variations au niveau des séquences. Au-delà du 110e acide aminé, on voit que les séquences sont identiques. C'est pour ça que si je reviens sur mon schéma, j'ai séparé en 2 couleurs chaque chaîne. Donc on va avoir les zones à séquence variable, ici, que j'ai noté là, en bout de chaîne, c'est le début de la chaîne de chaque côté, et les zones à séquence plus ou moins constante, que j'ai noté ici, en fin de chaîne. Donc ces zones à séquence variable, c'est ça qui va être, sont responsables de la spécificité d'un antigène. On peut le voir sur le document suivant. Donc là, vous avez un grossissement sur A-stop d'une des deux branches du Y que forme l'anticorps. Donc c'est cette zone-là qui est grossie de chaque côté. Et on remarque, lorsque l'on compare les acides aminés présents au bout du bras du Y, de chaque bras du Y, et bien entre deux anticorps différents, ce ne sont pas les mêmes acides aminés. Donc la variation de séquence en acides aminés d'un anticorps au niveau de sa séquence variable va lui conférer sa spécificité. En fonction des acides aminés qui vont être au bout de la branche du Y, vous aurez une forme particulière qui va épouser un antigène plutôt qu'un autre, comme à l'image d'une clé dans une serrure. D'accord ? Et donc en fonction des acides aminés qui vont constituer l'extrémité de vos bras de chaque bras de votre anticorps, vous aurez une forme particulière et donc vous serez typique d'un antigène en particulier. Donc c'est ça qui fait la spécificité d'un antigène par rapport à un autre. Et donc, quand on reprend le schéma, maintenant, tout s'explique. Donc le site de fixation de l'antigène, c'est le bout de la branche de chaque Y. Donc un anticorps peut fixer deux antigènes à la fois, un au bout de chacun de ses bras. La zone de fixation, on l'appelle le site antigénique. Et cette zone va permettre à un anticorps d'être spécifique à un antigène parce que c'est une zone à séquence variable. Voilà. Entre les anticorps, ce qui va changer, ce sont les acides aminés qui constituent le bout de chacun de ces chaînes. Les chaînes les plus longues, c'est ce qu'on appelle les chaînes lourdes, H pour heavy, et les chaînes les plus courtes, ce qu'on appelle les chaînes light, donc légères. Voilà. Et donc là on a expliqué la spécificité, mais pourquoi l'extrémité des deux bras d'un anticorps les extrémités sont à séquence variable, alors que le reste est identique pour chaque anticorps. Et bien ça va nous être utile pour la dernière partie de ce travail, qui concerne l'élimination de l'antigène. Comment, lorsque les anticorps ont fixé les antigènes, qu'ils ont pu former un complexe immun, et bien, comment ils sont éliminés. Alors auparavant, on vous demandait de schématiser un complexe immun. Maintenant que vous savez qu'un anticorps peut fixer deux antigènes en même temps, on peut faire le schéma suivant. Voilà. Donc l'antigène, notre virus, hop, est ici en bleu.
L'antigène donc, contre lequel les anticorps vont être dirigés correspond aux protéines qui sont à sa surface, là, les petits points noirs. Okay, et donc les anticorps vont pouvoir fixer deux antigènes à la fois. Et donc former une chaîne, comme ça, et une pelote, un gros paquet d'antigènes anticorps. C'est ce que l'on appelle le complexe humain. Et là, vous avez un anticorps pour montrer qu'il est spécifique, donc j'ai fait un anticorps différent qui, lui, ne peut pas reconnaître cet antigène-là. Une fois que les anticorps ont formé ce gros paquet qu'on appelle le complexe humain, il faut l'éliminer. Et c'est ce document qui vous montre comment ça se passe. Donc là, vous avez une électronographie, donc une vision microscopie électronique d'un phagocyte, et ici d'un complexe humain. D'accord ? En fait, on remarque sur ce schéma que les macrophages, qui sont doués de phagocytose, ou les neutrophiles, ou même les cellules dendritiques, possèdent à leur surface des récepteurs qui vont reconnaître la base de l'anticorps, la partie constante. Celle-là. Ici. Donc il est très important que cette partie soit la même pour tous les anticorps, parce que les récepteurs sont les mêmes sur tous les macrophages. Donc on a donc un anticorps est fait de deux bras spécifiques de l'antigène, mais la base du Y, lui, est universelle, et donc sera reconnu par tous vos macrophages, par tous vos neutrophiles, en gros par toutes les cellules qui font de la phagocytose, et donc ces macrophages vont pouvoir fixer les complexes humains par la base des anticorps, et les phagocyter et les détruire. Donc là, vous voyez qu'on a une coopération entre les anticorps de la réaction immunitaire adaptative et les cellules de l'immunité innée qui sont douées de phagocytose. D'accord ? Donc les anticorps vont simplement neutraliser l'antigène sous forme de complexe humain, mais ne l'élimineront pas. Ils seront éliminés, ces antigènes, alors les anticorps avec, du coup, par conséquent, par la phagocytose des cellules de l'immunité innée. Et c'est comme ça qu'on élimine un antigène libre. Là, bien sûr, on parle que des antigènes libres, qui ne sont pas dans des cellules, qui se baladent dans votre sérum, dans votre sang, mais qui ne sont pas dans des cellules. Donc voilà ce qu'il fallait voir de cette activité. Donc je reprends la leçon. Donc premièrement, le rôle, c'est neutraliser l'antigène de façon spécifique. Donc ce qu'il y a à retenir sont les choses suivantes. Les anticorps se fixent sur les antigènes qui ont entraîné leur synthèse en formant un complexe humain, donc terme ultra important. Ils agglutinent ou regroupent les antigènes en s'y fixant, ce qui fait des paquets, entre guillemets, antigènes-anticorps, les complexes humains. Cette formation de complexe humain ne fait que neutraliser l'antigène, qui ne peut plus se déplacer et contaminer l'organisme, mais ne l'élimine pas. Ceci restera à faire, voire plus loin, c'est la phagocytose. Donc ça, c'est le rôle des anticorps. Ensuite, la structure. Alors je reviens pas, là je vous ai remis en noir le principe du test d'Ouchterlony, ce qui m'intéresse, c'est le bilan. Donc un anticorps est spécifique de l'antigène qui a entraîné sa synthèse, c'est pour cela que l'on précise toujours le nom de l'anticorps. Par exemple, anticorps anti-sérum albumine de bœuf, anticorps anti-virus de la grippe, anticorps anti-Covid-19, anticorps anti-VIH. Voilà, il faut toujours préciser la cible de l'anticorps. La structure, donc là, beaucoup de choses à connaître. Ce sont des protéines constituées de 4 chaînes d'acides aminés. On l'avait vu dans l'activité précédente que ce sont des globulines, en forme de Y, constituées de 4 chaînes identiques 2 à 2. Deux chaînes identiques dites lourdes, car contenant plus d'acides aminés, et deux chaînes identiques dites légères, car contenant moins d'acides aminés. Ces chaînes sont liées entre elles par des ponts disulfures. Voilà. Ensuite, les anticorps possèdent, ENT, une région variable responsable de la spécificité des anticorps. La comparaison de deux anticorps différents montre que chaque chaîne est formée d'une partie variable. C'est là c'est ce qu'on appelle le FAB, Fragment Antigen Binding, donc le fragment qui va se fixer à l'antigène, ou le site antigénique. Et chaque chaîne est formée aussi d'une partie constante, c'est-à-dire où les anticorps, la séquence en acide aminé sera la même. Et celle-là, on l'appelle FC, car elle cristallise.
Ce sont des séquences variables en acides aminés d'un type d'anticorps à un autre qui sont responsables de sa spécificité. L'anticorps fixe l'antigène par cette partie variable d'un anticorps à l'autre. Des séquences différentes en acides aminés sont à l'origine de configurations spatiales différentes, chacune étant spécifique d'un antigène donné de forme complémentaire. Voilà, c'est comme vous n'avez pas la même séquence en acide aminé, vous n'avez pas la même forme, donc vous pourrez fixer un antigène différent. Et enfin, il y a donc deux sites de fixation d'un antigène par anticorps, un à l'extrémité de chacune des deux branches du Y, et qui sont identiques. J'ai remis le schéma. Là, j'ai fait une schématisation plus simple, que l'on peut faire des anticorps, sous forme de Y, avec les antigènes fixés au bout des bras de chaque Y, voilà. Et enfin, l'élimination des complexes humains grâce aux anticorps, une coopération immunité innée et adaptative. Les anticorps forment des complexes humains en se fixant aux antigènes, car un antigène est capable de fixer à... car un anticorps, ça c'est une erreur aussi, là c'est anticorps, est capable de se fixer à deux antigènes différents, ce qui rassemble les antigènes. Ainsi, grâce aux anticorps spécifiques, l'antigène se trouve neutralisé mais non éliminé. J'ai remis le schéma qu'il y a dans la correction, d'accord? Et enfin, les phagocytes, donc j'ai remis leur nom, macrophages, granulocytes, les cellules dendritiques aussi, mais on n'en est pas sûr, possèdent dans leur membrane plasmique des récepteurs spécifiques de la partie constante des anticorps, donc la base du Y. Ces récepteurs fixent donc les anticorps du complexe humain, facilitant la phagocytose de ce complexe et donc l'élimination de l'antigène. La phagocytose est donc des complexes humains est donc facilitée par les anticorps. Je vous ai refait un petit schéma où on voit un macrophage par exemple, avec les récepteurs à la partie constante des anticorps, et un complexe humain ici qui va être phagocyté. Voilà, donc ça fait beaucoup de cours à recopier, donc attention à l'erreur que j'ai notée ici. Tac. Où est-ce que j'avais noté? Voilà, ici ce n'est pas antigène, c'est anticorps. Donc en recopiant, vous ferez attention. Et là, il manque ENT. Les anticorps possèdent ENT. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Aujourd'hui, il n'y a que du cours à reprendre. Vous reprenez la correction, vous recopiez le cours, vous imprimez les schémas, vous les collez. Voilà. Demain, on passera à la suite sur les cellules à l'origine de la formation de ces anticorps et qu'est-ce qui est à l'origine de la spécificité de ces anticorps. Voilà, bon courage à vous.